Eli Gamzoum, bonjour, Boker Tov et Chag Sameach. Bonjour et Chag Sameach. Merci d'être avec nous, Eli Gamzon. Vous êtes le fils de Robert Gamzon, le fondateur légendaire des éclaireuses israélites de France. Alors, vous avez vous-même, et nous allons en parler dans le courant de cet entretien, une carrière particulièrement importante. Vous avez été colonel de l'armée de l'air israélienne, chef de département au sein du Mossad israélien, un des chefs de la société Elbit, qui s'occupe en particulier des drones. Dans le programme des drones, vous avez été l'un des pionniers du programme des drones en Israël. Mais avant de parler de vous, on va parler de votre père, on va parler de votre famille. Nous avons interrogé il y a quelques minutes votre sœur, Lia Rosenberg, qui nous a parlé de son engagement, elle, de Chaloutza, qui est partie au moment de la création de l'État d'Israël en Israël et qui s'est installée, qui a vécu avec vous aussi, avec la famille, donc lorsque la famille Gamzon a rejoint. Je voudrais que vous nous parliez en particulier de ces années, on va dire les années 50, jusqu'à la disparition tragique de votre père en 1961 sur la plage de Palmachim. Je voudrais que vous nous racontiez, vous, des anecdotes, si c'était possible, ou en tout cas les enseignements que vous avez tirés de votre père, alors que celui-ci était déjà en Israël, qu'il avait abandonné, on va dire, l'idée de créer ce kibbutz qu'il voulait créer avec les éclaireurs, et qu'il s'était engagé, on va dire, dans une sorte de vie privée, moins célèbre et plus discrète que celle des éclaireurs de France. Quel souvenir vous avez de votre père à cette époque ? Bon, je vais commencer avec la fin. Oui. Il était reconnu comme un enfant prophète. Si vous savez bien, Edmund Flegg a écrit un shir. Un chant, oui. Un chant ou une poème qui s'appelait L'enfant prophète. Et c'était sur mon père, moi, qui était à ce temps très jeune. Mais alors quand il a fini avec le rêve de bâtir un kibbutz de Français en Israël. Et il a immédiatement changé ses buts. Et en effet, il a commencé à rêver sur une industrie high-tech en Israël. Aha. Et tout ça, c'était en 1950. Moi, j'avais 7-10 ans. Et on a quitté le kibbutz de Nir Etzion, on s'est installé à Herzliya, et lui, il est devenu l'ingénieur en chef de une des très me'at me'od. Très peu d'industrie en Israël. On peut dire de haute technologie de l'époque. Oui, c'était haute technologie, mais c'était pas haute technologie, mais c'était la plus haute technologie qu'il y avait en Israël, oui, à cette époque. Et il était ingénieur en chef d'une usine qui fabriquait des postes de radio. Et immédiatement, il a plongé dans la technologie, la technique. Il a oublié tous ces difficultés, rêves de kibbutz et d'être chef de jeunesse. Tout ça s'est mis dans une boîte et il est devenu ingénieur. Et moi, je l'ai vu comme ingénieur. Je savais qu'il était très admiré par beaucoup de personnes, qu'il était très bien connu en France. En Israël, il n'était pas vraiment bien connu. Il était
plus ou moins incognito. Alors, il a inventé à cette époque un haut-parleur plat. Ah, Et pour développer ce haut-parleur, il a quitté cette usine qui s'appelait Amron et il est venu à l'Institut Weizmann à Rehovot en tant qu'un ingénieur de département d'électronique. ok. Et il a développé cette invention pendant tout le reste de sa vie. Vous êtes arrivé en quelle année alors à Rehovot? J'avais 16 ans, ça veut dire 59. Jusque donc à son décès en 61. Oui. Alors, qu'est-ce que vous vous souvenez, quels sont les souvenirs que vous avez de votre père de cette période? Alors, je me rappelle de lui comme inventeur, comme on parlait sur les brevets, sur ses essais de haut-parleurs marchaient bien ou pas, des choses comme ça. Et moi, comme j'étais aussi, j'ai hérité ces gènes de technologie et j'étais très, très intéressé par tout ça. J'étais à l'école, j'étudiais les mathématiques et la physique et tout ça très, très Intensément. oui, très השקעתי בזה הרבה מאוד Vous avez beaucoup investi. מאמצים. Vous avez beaucoup investi d'efforts dans ces études. Oui, oui. Et alors, quand il s'est noyé à Palmachim, à la mer, pas loin de Rehovot, j'étais avant mon service militaire et j'ai décidé de faire le service militaire comme ingénieur. Alors j'étais reçu au Technion et j'ai continué ce trait dans sa vie. Quand il était ingénieur, il était aussi passionné que lorsqu'il était le fondateur des EI, lorsqu'il était avec des jeunes. C'était une qualité, cette volonté, cette passion qu'il avait également pour la haute technologie. Oui, et aussi comme il avait l'expérience de motiver des gens qui étaient autour de lui. Alors, il a fait la même chose à l'Institut Weizmann. Il avait une équipe très douée, très messoura, dédiquée, qui travaillait avec lui. Et en même temps, il a continué avec beaucoup moins de temps, mais il a continué ses liens avec les scouts en France et avec les Français qui étaient en Israël. Et il continuait tout ça, mais pas comme hobby, pas comme travail. Est-ce que il était engagé dans la vie, on va dire, politique de l'État d'Israël? Est-ce qu'il s'intéressait aux partis politiques? Est-ce que vous pouviez nous dire, par exemple, si vous saviez pour qui Gamzon votait lors des élections législatives en Israël, pour qui à la Knesset il votait? Oui, il votait Mapai. Mapai, c'était Avoda d'aujourd'hui. De temps en temps, peut-être Hapoel HaMizrahi, c'était les sionistes religieux. Oui, Yemina d'aujourd'hui. Ouais. Mais je crois que à la fin de sa vie, il était
Mapai. Proche Et du mouvement travailliste, quoi, du parti travailliste de oui, l'époque. le parti travailliste De l'époque, il faut bien dire. de l'époque, et oui. Et Vous, ma mère aussi. vous aviez des discussions politiques à la maison? Euh, Pas beaucoup, je ne me rappelle pas de beaucoup de discussions politiques. Euh, non, non. Alors, Euh, je voudrais que vous nous racontiez la mort tragique de votre père. Si vous pouviez nous dire un mot, comment vous avez vécu cette disparition tragique et comment vous avez vécu au niveau de la famille avec votre mère après? et oui, c'était tragique, c'était bilti tsafoui, Oui, comme on dit. inattendu. C'était totalement inattendu. Moi-même et ma mère s'est trouvée seule. Et elle était, il y avait moi et ma fille et ma sœur, ma jeune sœur Myriam, qui s'appelle maintenant Myriam Ratzabi. Et moi j'avais 18 ans, elle avait 16 ans et demi, et on était dépendants de ma mère, on n'avait pas de quoi vivre. Et elle a très, très immédiatement commencé à, non, continuer à être institutrice de français, d'abord au lycée Alliance et après à l'université de Tel Aviv. À l'âge de 60 ans, elle a fait un doctorat en français à la Sorbonne. Depuis Israël, elle a fait toutes les préparations en Israël, mais elle a fait son doctorat à la Sorbonne. Et elle est devenue la chef de notre famille. Moi, à son temps, en réaction à ce qui s'est passé, je suis immédiatement allé étudier au Technion pour être ingénieur de aéronautique. Et après 2 ou 3 années, on est passé de Rehovot à Ramat Aviv pour que ma mère, ce sera plus facile de travailler à l'université de Tel Aviv. Et on a essayé de continuer notre vie et c'est ce qui s'est passé. Alors justement, vous essayez de continuer votre vie. Vous nous disiez que vous étiez rentré donc à l'armée dans le cadre des programmes des ingénieurs. Vous avez fait une longue carrière dans l'armée israélienne qui vous a conduit au poste de colonel de l'armée israélienne. C'était important pour vous l'armée, cette période de votre vie? Bien sûr, c'est une période que j'aime beaucoup et qui m'a formé. Je suis commencé comme un jeune ingénieur d'aéronautique dans l'armée de l'air. Et c'était une période où c'était avant qu'il y avait les ordinateurs. Mm-hmm. C'était en 60. J'ai commencé mon service en 65. L'année de 65, j'ai fini le Technion. Je suis engagé dans l'armée. Et à cette époque, il n'y avait pas d'ordinateur du tout en Israël et pas dans l'armée de l'air. Et j'ai eu la chance, j'étais envoyé dans un stage à Paris, dans la compagnie Marcel Dassault. Et là-bas, il y avait un ordinateur. Alors, j'ai demandé d'apprendre comment opérer cet ordinateur. Et quand je suis revenu en Israël,
il y avait un premier ordinateur de l'armée de l'air et j'ai demandé de travailler dans ce département. Et pendant ces 20 ans que j'étais en l'armée de l'air, comme on dit, je me suis occupé, oui. Je suis occupé de la logiciel, des systèmes d'ordinateur, et comme ça, je suis aussi arrivé dans des systèmes d'avions sans pilote. Mmh, les drones. Parce que les avions sans pilote, les pilotes étaient des ordinateurs. Mmh. Alors, on peut dire que vous êtes un des pionniers des avions, de ce qu'on appelle les Mazlatim, les avions sans pilote en Israël. J'étais dans le premier groupe qui a été envoyé en Amérique pour absorber des avions sans pilote qu'on a acheté des Américains. C'était en année 1970. 70. Vous avez eu ensuite une carrière au Mossad israélien également? Ça, c'était beaucoup plus loin, plus tard. Ah oui, dites-nous quelques mots là-dessus, ce que l'on peut dire. Après que j'ai fini l'armée de l'air, après 20 ans de service comme colonel, j'ai fondé un start-up qui développait des drones. Mm-hmm. Il s'appelait Silver Arrow, en hébreu Chetz HaKesef. C'était un start-up classique. Et après quelques années qu'on a développé des drones très avancés, Elbit a acheté cette compagnie et je suis commencé à travailler comme Elbit. Et après 12 ans dans ce domaine, j'ai reçu une proposition du Mossad d'être le chef de la division technologique du Mossad. Mmh. Ce qui n'est pas rien. Hein. Oui. Et ça, je suis désolé, mais je ne peux pas vous expliquer ce que j'en ai fait. Oui, mais on peut imaginer peut-être, on ne peut pas imaginer vraiment. Et j'étais là-bas pendant 5 ans. Après 5 ans, j'ai fini avec le Mossad. Je suis retiré en retraite. Et depuis ce temps, je suis inventeur et fondeur de quelques startups dans quelques domaines. Quel est l'enseignement, on va dire, majeur que vous avez appris de votre père, Robert Gamzon? Si vous êtes doué pour être inventeur, c'est ce que vous devrez faire. C'est un peu ce qu'il disait, Robert Gamzon, toujours. Soyez ce que vous êtes et soyez-le à fond. Et faites ce que vous faites et faites-le bien. C'est ce qu'il disait, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et vous avez suivi cet enseignement? Oui. Eh bien, Eli Gamzon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, en cette matinée du Yom HaAtzmaout, de 72 ans de l'État d'Israël que vous avez servi, on peut le dire, de la manière la plus digne qui soit. Vous qui êtes le fils d'une légende du judaïsme français, Robert Gamzon, Castor, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir fait partager votre carrière et les instants que vous avez passés avec votre père avant sa disparition prématurée. Merci d'avoir été avec nous. Chag Sameach à vous et à toute votre famille. Merci beaucoup et Chag Sameach.